Bonsoir et merci d'être venu à cette deuxième conversation. Le regard aérien et les vues d'en haut sont des sujets très en vogue ces derniers temps dans les domaines littéraires et artistiques. Aussi, nous vous proposons d'écouter nos trois auteurs invités, Nathalie Roseau, Frédéric Cousin et Guillaume Mont-Saint-Jean, sur la question du rôle des représentations aériennes dans l'architecture, dans l'urbanisme et l'appréhension du territoire. Dans un deuxième temps, je vous proposerai d'intervenir si vous le souhaitez et poser vos questions aux invités. Et maintenant, je laisse la parole à Corinne Bélier, conservatrice en chef de la Galerie moderne et contemporaine à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et je vous souhaite une très belle soirée. Alors bonsoir, nous sommes vraiment très contents d'être ici avec vous pour cette soirée ensemble. Le thème de notre table ronde ce soir, c'est la ville et le territoire par les airs. Et donc nous présentons 3 livres successivement Aérocity, quand l'avion fait la ville. On va le montrer quand même, c'est celui-ci. Voilà. Un deuxième livre, Vue aérienne, celui-ci, 16 études. Et puis, Mapamundi, art et cartographie. Voilà, je vous montre les couvertures. Vous pouvez tous trouver ensuite ici. Alors, un petit mot avant de présenter chacun de nos auteurs et puis brièvement le contenu des ouvrages. Vous avez peut-être tous eu la chance d'aller voir cette merveilleuse exposition cet été, Vue d'en haut, qui s'est tenue à Beaubourg-Metz, et qui était une magnifique exposition qui traitait d'un sujet voisin, mais pas tout à fait d'une autre de ce soir. C'est-à-dire qu'on parlait on parlait des vues aériennes et d'art, ou de l'impact en fait de la vue aérienne dans le domaine artistique. Et c'était une expo extrêmement riche, mais finalement ce soir, du coup, on a centré un peu plus notre table ronde sur les liens entre vue aérienne et l'urbanisme et le territoire. Et c'est là-dessus, c'est ces propos-là que nous allons un petit peu plus développer ensemble. Alors, Nathalie Roseau, donc, vous êtes polytechnicienne, vous êtes architecte et docteur en urbanisme. Et en fait, vous avez commencé votre carrière en travaillant pendant 10 ans en tant qu'architecte urbaniste auprès de la DATAR et puis surtout auprès d'Aéroports de Paris, dans l'agence d'Andreu, pour lequel, en fait, auprès de qui vous avez travaillé en tant que chef de projet, à la fois pour la construction de Roissy-2F et pour le réaménagement en fait, de Roissy. Donc, c'est vraiment 2 chantiers très différents, une construction et un réaménagement. À l'issue en fait de ces 2 grands projets, vous avez décidé de vous orienter sur l'enseignement et puis depuis 2003, vous avez rejoint l'école des Ponts et Chaussées. Vous y dirigez un master d'urbanisme et vous menez vos recherches actuellement au sein du laboratoire Technique, Territoire et Société. Depuis 2009 aussi, vous êtes invité à l'école Politecnico di Milano. Alors en fait, vos enseignements portent essentiellement sur les relations entre les infrastructures et le territoire, sur le projet dans toute sa grande dimension territoriale. Notamment, vous menez un studio international portant sur les grandes métropoles asiatiques. Et dans vos travaux personnels, vous vous intéressez beaucoup aux transformations en fait, de la grande métropole, au processus de mutation urbaine et plus particulièrement à ces relations entre la ville et l'innovation technique. Et aussi, peut-être, ça c'est un point récurrent, cette idée de l'imaginaire, le rôle de l'imaginaire dans la fabrique de la ville. L'un de vos tout derniers ouvrages vient juste de sortir, c'est L'emprise du vol qui est là en centre de table, donc chez Métis Presse aussi, et qui est un recueil aussi, les actes, un recueil d'articles, les actes d'un colloque qui pose la question en fait de la culture aérienne, et que vous pouvez d'ailleurs aussi trouver à disposition à acheter. Alors le livre qui nous amène ce soir à être avec vous, c'est Aérocity, quand l'avion fait la ville. C'est donc édité l'année dernière chez Parenthèse, et c'est en fait votre thèse de doctorat, cet ouvrage. La question qui est derrière, c'est vraiment de quelle façon en fait, les villes ont-elles capté l'émergence de la mobilité aérienne. En quoi la mobilité aérienne, alors l'avion et l'aéroport, en quoi cette mobilité a-t-elle façonné notre environnement urbain? Et cet ouvrage, en fait, démarre à peu près vers 1909 et balaye, en fait, tout le XXe siècle, étudiant successivement la manière dont l'avion est entré dans notre culture, mais aussi dans celle des architectes et des urbanistes, la manière, en fait, dont l'aéroport a formé la ville, la manière dont la ville a formé l'aéroport. Et donc,
c'est un livre qui débouche jusqu'aux toutes dernières questions et créations qui peuvent se poser aujourd'hui. Frédéric Pouzin, donc vous êtes architecte, vous êtes docteur aussi de l'École des hautes études en sciences sociales. Vous enseignez depuis plus de 20 ans. Vous avez enseigné en école d'architecture à l'université. Vous êtes au CNRS et vous êtes actuellement professeur en sciences humaines et sociales à l'école d'architecture, l'école du paysage de Versailles, où vous dirigez le laboratoire de recherche sur le paysage. Vous êtes aussi membre de plusieurs comités scientifiques. J'en ai retenu 2 en particulier. Vous avez participé au comité scientifique pour la consultation internationale du Grand Paris en 2008-2009. Et puis, vous avez aussi participé au comité scientifique du programme interdisciplinaire L'architecture de la grande échelle, qui s'est tenu entre 2006 et 2010, tous 2 organisés par le ministère de la Culture. Alors, vous êtes aussi membre de plusieurs comités de rédaction. En particulier, vous avez été membre fondateur des carnets du paysage, de l'École nationale du paysage. Et puis, vous êtes aussi membre du comité de rédaction de la revue Espace et Société. Alors, vous travaillez sur le paysage, particulièrement le paysage urbain, sur ses savoirs, comment se construit en fait le savoir sur le paysage et sur ses représentations. Vous avez travaillé en conséquence dans plusieurs unités mixtes de recherche associant géographes et urbanistes. Ça, c'est un point fort que l'on retrouve dans cet ouvrage, justement, cette mixité en fait des intervenants et des disciplines qui se croisent, architectes, urbanistes, historiens, géographes. Vos travaux les plus récents portent en fait sur la construction des savoirs autour de... Enfin, quel est le rôle du visuel, de la culture visuelle dans la construction des savoirs. Et parmi quelques titres en fait, que j'avais notés, notamment il y avait votre ouvrage avec Hélène Janière, Paysage urbain, Genèse, représentation et enjeux contemporains, qui est sorti en 2007, ou encore Figure de la ville, construction des savoirs, architecture, urbanisme et géographie. Alors le livre donc, qui nous réunit ce soir s'intitule Vue aérienne, 16 études pour une histoire culturelle. Il est sorti l'année dernière chez Métis Press. Il a été mené sous votre direction et sous celle de Marc Dorian. Car en fait, c'est un livre qui est issu d'un programme de recherche mené conjointement par la British Academy, Marc Dorian, et par le CNRS, vous-même. C'est un programme de recherche qui a réuni entre 2006 et 2008 une série d'auteurs de différentes disciplines dans une série de séminaires. Donc, comme je le disais, géographe, architecte, historien de l'art, historien de l'architecture et des sciences aussi. Et c'est un livre alors, qui présente la particularité de vouloir travailler l'histoire longue, qui démarre facilement à la Renaissance, couvre le XVIIIe siècle et surtout la période actuelle, donc avec des façons très différentes et des types de vues aériennes très différentes. Et ce qui caractérise le plus en fait cet ouvrage, c'est la transversalité des points de vue. C'est-à-dire que c'est très intéressant de se rendre compte à quel point certaines thématiques sont récurrentes à travers l'histoire. La question du bouleversement du regard, la question de la construction du savoir, quel imaginaire aussi développe la vue aérienne. À toutes les époques, cette question revient, ou quelle pratique spatiale engendre-t-elle. Donc on y reviendra plus longuement. Donc c'est véritablement enfin, un ouvrage sur la question de la culture visuelle contemporaine. Alors, Guillaume Mont-Saint-Jean, vous êtes à la fois philosophe, normalien, philosophe, et vous avez en fait débuté en créant l'auditorium du Louvre. Vous avez travaillé dans les musées en fait, en créant l'auditorium du Louvre. Vous avez dirigé le Centre culturel français à Rome, où vous avez été consultant, formateur aussi pour des musées en Italie. Et actuellement, en fait, vous vivez à Marseille et vous enseignez en classe préparatoire. Alors, vos travaux ont porté sur l'âge classique et aussi sur la construction du territoire, en particulier avec la figure de Vauban. Vous avez été le commissaire en fait, de cette exposition avec Nicolas Fauchère, cette exposition Vauban, architecte de la raison, qui s'est tenue en 2007 à Mont-Dauphin, organisée par le Centre des Monuments Nationaux à l'époque. Et à la même époque, en 2007, donc, vous avez publié les plans reliefs avec Nicolas Fauchère, les plans reliefs du roi. Un ouvrage sur les lettres de Vauban et puis aussi en fait les voyages de Vauban aux éditions Parenthèses. Et alors c'est intéressant parce que Vauban, enfin vous avez toujours été intéressé par la cartographie, mais Vauban vous y a amené encore plus en quelque sorte, ce qui est d'un certain point de vue pas étonnant avec cet ingénieur militaire aux cartes fabuleuses. Et du coup en fait par l'intermédiaire de Vauban, vous vous êtes intéressé à l'interaction entre les artistes et la cartographie. Et en 2011, vous avez organisé une première exposition qui s'intitule Mappamundi, une exposition qui s'est tenue à Lisbonne,
qui rassemblait déjà un ensemble d'artistes contemporains et interrogeait la manière dont les cartes suscitent une réflexion, sont détournées, interrogent le monde contemporain et l'histoire aussi. En 2013, donc vous avez monté une deuxième exposition, Mappamundi, Art et Cartographie, dans le livre dont nous allons parler ce soir et le catalogue. Cette exposition s'est tenue à Toulon, à l'Hôtel des Arts, donc entre mars et avril de cette année. Vous avez un travail en cours, ou plutôt qui vient juste de se terminer, sur un feuilleton cartographique à l'échelle 1, en fait, organisé dans le cadre des activités de la Marseille, capitale européenne de la culture, pour 2013. Et alors maintenant, pour parler un petit peu plus de Mappamundi, Art et Cartographie, c'est à la fois un condensé de vos rencontres avec 26 artistes, c'est aussi un condensé de votre savoir, en fait. C'est-à-dire que vous présentez à la fois les détournements que peuvent faire les artistes des cartes dans leur travail actuel, mais vous avez surtout un très très bel essai en ouverture sur l'histoire des cartes, l'histoire des relations entre les arts et la cartographie. Une histoire qui débute surtout à partir de la Renaissance. Histoire à laquelle vous convoquez, ou pour laquelle vous convoquez littérature, philosophie, art contemporain. Et parmi quelques chapitres qui sont abordés dans ce livre, on parle de l'esthétique et de l'efficacité, de la beauté des cartes, mais aussi la beauté induit une certaine méfiance et donc de la résistance à la carte. On devient suspicieux de ces cartes. La question de la perspective, du plan, du pouvoir, du savoir auquel la cartographie nous amène, cette vision du monde. Et donc de la manière dont les artistes aujourd'hui continuent à interroger en fait les cartes. Alors je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps, je vais tout de suite la céder à Nathalie Roseau. Nathalie, peut-être une première question en fait pour débuter. Ce qui est frappant en fait dans votre livre, c'est qu'on démarre avec l'avion, évidemment c'est une évidence. Finalement l'aéroport arrive assez tardivement ou pas tout de suite dans l'histoire de la relation entre la ville et l'avion. Donc quelle est la place de l'avion dans la ville au tout début puis après au cours du temps? Oui, ça marche. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, oui, peut-être que je vais partir de mon point de départ, en fait, pour ce travail de doctorat. Surtout, comme vous l'avez signalé, effectivement, je venais plutôt de la pratique professionnelle, enfin, étant plongée dans des vrais aéroports in situ, dans des projets. Ce qui m'avait frappé quand j'officiais au sein de l'aéroport de Paris, c'est d'abord l'obsolescence chronique en fait de ces lieux aéroportuaires, à laquelle évidemment je m'étais confrontée en travaillant sur le projet de réaménagement, de rénovation, de réhabilitation, enfin, on ne savait pas quel terme utiliser, d'un bâtiment qui donc avait été conçu à l'époque, puisque j'avais commencé en 98, juste 25 ans auparavant. Donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'effectivement réintervenir sur un patrimoine qui avait été en même temps dessiné par rapport à une fonction très précise, mais aussi par rapport à une sorte de futur. Le deuxième point aussi, c'est que, certes, l'aéroport était ex-urbain, on le considère souvent comme une infrastructure hors la ville, et on peut le comprendre, de par ses nuisances, de par sa situation territoriale, etc. Et en même temps, il revenait de manière assez récurrente dans nombre d'essais urbains, à la fois comme lieu fascinant et puis en même temps comme lieu porteur effectivement d'apories critiques de la ville, telles que la globalisation, la question de la soutenabilité, la question de la technologie, etc. Alors on peut penser bien sûr à Auger, à Marc Auger ou même Rem Koolhaas, qui ouvre le texte de la ville générique à partir de l'aéroport, ou même Manuel Castells, donc traversant en fait là aussi un certain nombre d'essais qui sont issus de différents points de vue, de différentes perspectives. Et dans ces essais, ce qui m'avait frappé aussi, c'est que finalement la question de l'épaisseur historique de ces bâtiments, de ces lieux, n'apparaissait pas, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'amnésie un petit peu historique, voire spatiale parfois, en fait, comme si effectivement tous se ressemblaient, et pourtant tous ne se ressemblent pas, et au fil
du temps, effectivement, on peut apercevoir un certain nombre de générations d'aéroports, au point qu'effectivement, on a des monographies qui se publient sur effectivement l'histoire des aéroports, les catégories, les typologies, etc. Alors, du coup, on pense aux aéroports des années 30 avec LaGuardia, Le Bourget, ceux des années 60 avec TWA, etc. Donc voilà, donc je suis partie de questions contemporaines, mais en voulant effectivement remonter un petit peu le temps et notamment comprendre comment ces bâtiments avaient été conçus. Parce qu'effectivement, ce ne sont pas des constructions spontanées, naturelles. Au contraire, elles sont fortement travaillées, pas seulement par des architectes, mais aussi par des ingénieurs, par des exploitants, par des décideurs. Ce sont des emblèmes politiques, métropolitains, etc. Et effectivement, assez vite, je me suis aperçue qu'il y avait une floraison en fait, de documents, de dessins, de discours, de récits qui jalonnaient la conception de ces aéroports. Donc j'ai remonté un petit peu le temps, mais j'ai choisi comme point commun effectivement de travailler sur 2 lieux, parce que justement je voulais rompre un petit peu avec cette idée du non-lieu, en me disant qu'effectivement ça reste quand même des lieux. C'est peut-être le défaut de l'architecte, mais effectivement tout espace en soi est un lieu. D'où le travail effectivement sur New York et Paris, sur cette comparaison, avec les difficultés de la comparaison et ce décentrement en fait entre ces deux sites un que je connaissais évidemment moins bien apparemment que Roissy et Orly ou Paris. Et ça m'a amené effectivement à remonter. Alors j'aurais pu remonter avant. C'est un petit peu aussi ce que racontent les ouvrages et l'emprise du vol aussi sur le fait que c'est très difficile de trouver une borne. Parce qu'effectivement, on hérite aussi d'une longue histoire de notre rapport effectivement avec le regard et la vue aérienne n'y échappe pas bien entendu. Mais je suis remontée effectivement à 1909, qui est un moment important en fait de publicisation de la prouesse aérienne au travers des meetings aéronautiques, mais aussi au travers d'un certain nombre de spectacles, en fait, d'exploits spectacularisés dans les villes. Et donc, on pense notamment au vol des frères Wright, enfin de Wilbur Wright, à Manhattan, devant une foule d'1 million de personnes qui essayent de se trouver un endroit pour effectivement voir l'exploit de Wilbur Wright, qui va faire un tour en fait de l'île en tournant autour de la Statue de la Liberté et en revenant à Governor's Island. Exploit qui sera ensuite relayé par la presse, et notamment par la presse illustrée, et donc par toute une série de photographies qui finalement montrent comment l'incroyable devient réel. Et on trouve bien sûr à Paris aussi ce type d'exploits qui sont relayés également à la fois par la photographie, mais aussi par la presse illustrée, l'illustration, etc. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, à partir de ce moment-là, certaines visions qu'on avait eu l'habitude de voir dans des fictions ou chez des illustrateurs comme Albert Robida, par exemple, on pense à son livre Le XXe siècle, où il imagine finalement toute une ville aérienne de manière assez drôle et en même temps assez critique là-dessus. Donc cet imaginaire qui faisait partie d'une forme de littérature fantastique, on commence effectivement à le trouver dans des sphères plus professionnelles, donc au travers de travaux d'architectes, d'urbanistes tout à fait sérieux, dans la mesure où effectivement ils sont intégrés aux villes, ils travaillent sur des projets de bâtiments, etc. Comme Eugène Hénard, par exemple, qui publie en 1910 Les villes de l'avenir, qu'il a présenté auparavant à la première conférence d'urbanisme à Londres, et où il développe finalement toute une vision de la ville, donc notamment dans le contexte du déclassement des fortifications à Paris, et donc de la réflexion sur l'extension en fait de la région parisienne, où il développe effectivement toute une vision appuyée effectivement sur l'introduction de la mobilité aérienne, s'appuyant en cela sur l'anticipation d'Herbert George Wells, qu'il reprend à son compte. Donc on voit ici le passage déjà entre ce bain effectivement de la littérature, de fiction, et en même temps le milieu professionnel. Et on retrouve de même effectivement ce passage à New York.
Donc à partir de là, tout un imaginaire va se développer et va se traduire effectivement dans le milieu des architectes urbanistes sur effectivement la ville transformée par la mobilité aérienne dans un contexte très spécifique, parce que finalement, comme le disait l'historien de l'aviation Emmanuel Chadot, c'est une invention sans besoin. C'est-à-dire qu'effectivement, contrairement à d'autres inventions qui trouvent tout de suite leur place et vont se développer peut-être plus rapidement, l'aviation va mettre un certain temps à se développer comme mobilité, pas de masse, mais en tout cas mobilité courante, etc. Elle n'est pas sûre, elle n'est pas forcément confortable. Il faut trouver des mécènes pour développer la technique, etc. Donc pendant un certain temps, en fait, elle va essayer de chercher son public, et les meetings et la spectacularisation feront partie effectivement de ces efforts de publicisation, de médiatisation de l'invention. Et ce côté un peu éphémère, finalement balbutiant de la mobilité aérienne, va permettre aussi de donner une place à toute cette série de visions urbaines sur des villes aériennes ou sur des villes en tout cas qui vont mobiliser effectivement cette invention pour se réformer au travers des dessins. Donc c'est en cela qu'effectivement on trouve tous ces dessins que vous connaissez sans doute de villes transfigurées par la mobilité aérienne, de toitures, de gratte-ciel qui servent de terrasses d'atterrissage, ou même de systèmes urbains où on va trouver toute une multitude d'aéroports ou de plateformes aériennes, parce que le terme d'aéroport va venir un peu plus tardivement, et qui vont comme ça réinterroger effectivement le thème de la ville. Donc c'est un peu la question de l'avion sans l'aéroport, c'est-à-dire qu'effectivement, on pense aussi que la mobilité peut être individuelle, comme effectivement l'automobile peut l'être. Donc voilà, on imagine effectivement toute une série de typologies qui peu à peu s'infiltrent dans le milieu urbain et participe effectivement du débat sur la transformation de New York, à une époque où en plus New York s'étend de manière assez considérable, ou sur la transformation de Paris, où évidemment il y a tout un débat sur effectivement Paris et ses frontières, Paris et son élargissement. Cette idée qui est frappante, que l'avion pourrait être comme la voiture, c'est-à-dire essentiellement un moyen de transport individuel, on l'a bien en tête en fait pour les années 10, les années 20, mais ce qui est assez frappant, c'est que ça revient encore dans les années 60, 70 et peut-être même encore aujourd'hui. Ça a un impact sur la manière de penser la ville. C'est pas du tout la même chose que de penser l'avion comme un moyen de transport individuel ou que de le penser comme un moyen de transport collectif avec une grosse infrastructure derrière. Oui, alors là, ça dépend un petit peu des... Bon, je pense qu'aux États-Unis, c'est assez spécifique, parce qu'il y a toujours ce rêve, effectivement, d'une sorte de liberté individuelle, d'occupation du territoire. Je pense à un livre que j'avais découvert au travers de ma recherche, qui m'avait à la fois amusée et fascinée, qui s'appelait « Les voitures volantes », et qui racontait donc l'épopée, effectivement, de toute la réflexion sur une voiture qui ferait avion, et avec des prototypes, en fait, des réflexions, etc., qui sont poursuivies jusqu'aux années 50 aux États-Unis. Après, alors, aujourd'hui, le thème de la mobilité individuelle aérienne, je ne pense pas que ce soit un thème très prégnant. Il y a d'autres thèmes qui sont importants et qui renouvellent effectivement la réflexion sur l'aérien, comme la question du dirigeable, la question d'avions qui sont plus petits, alors qu'effectivement on assiste à une taille de plus en plus importante des avions, le Solar Impulse. Enfin, il y a toute une sorte de création permanente en fait autour de l'objet de l'aéronef, qui en même temps est le pendant de la routinisation permanente du transport aérien qu'on subit et dont on souffre. Donc je pense qu'il y a toujours cette tension effectivement dans le couple aérien entre à la fois effectivement la massification et ses risques et ses défauts, et en même temps effectivement une création incessante, comme par exemple un projet par exemple de dirigeable hôtel qui est conçu actuellement par Jean-Marie Massot avec l'ONERA, donc un organisme quand même très très sérieux, et donc voilà, qui veut renouer avec ce mythe maintenant effectivement du dirigeable. Donc voilà. Mais effectivement cette idée de la mobilité individuelle aérienne, elle va perdurer assez longtemps dans l'entre-deux-guerres, notamment aux États-Unis, et c'est comme ça qu'on peut lire notamment le projet de ville contemporaine de Le Corbusier, où il place au milieu de sa ville une grande dalle de 6 étages, effectivement, dont la toiture est une plateforme d'atterrissage complètement vide avec des avions taxis, qui
cette notion de taxi. Ou l'URSSA aussi, qui utilise effectivement, enfin qui aménage l'île aux Cygnes en une sorte d'aéroport avec un garage et où effectivement il a cet éclairage assez fabuleux, tout en pensant effectivement à des aéroports plus importants qui seraient à l'extérieur de la ville. Donc il y a une sorte de hiérarchie presque du système aéroportuaire. Et puis on trouve ça évidemment dans les vues des métropolitanistes aux États-Unis, dont la vue qui peut être à la fois terrifiante et fascinante, mais c'est bien le propos de la couverture, avec Ferris, effectivement Hugh Ferris, ce perspectiviste new-yorkais, qui donc imagine effectivement l'avion comme une mobilité domestique aérienne qui pourrait d'une certaine façon augmenter l'intérêt du gratte-ciel. Mais Eugène Hénard, effectivement, dès 1910, imagine des garages à avions à côté des garages à automobiles. Donc bon, cette idée, elle perdure pendant un certain temps, de même que l'idée de la ville adaptée, transformée ou nouant des liens très très étroits avec la mobilité aérienne, en parallèle de la réflexion sur l'aéroport en tant qu'entité, parce qu'il y a quand même une réalité, il y a quand même des contraintes qui existent, et ces visionnaires qui projettent ces dessins sont aussi associés, pour certains, dans des consultations, dans la réflexion, effectivement, sur l'aéroport comme infrastructure en tant que telle. Donc il y a ce dialogue qui se fait non seulement par la circulation des images, mais aussi par le fait que les uns sont associés à des visions d'ensemble, peut-être assez futuristes, et en même temps à une sorte de réalité pratique en train de se construire. Oui, on comprend vraiment, enfin, à la lecture de votre livre, à quel point l'aéroport est à la fois s'imprègne des modèles urbains, et puis à la fois à quel point il les influence, en fait. Alors, du coup, il y a des questions qui reviennent, en fait, perpétuellement. La question de la localisation de l'aéroport entre le centre et la périphérie, ou au sein d'un réseau d'infrastructures, hein, ou encore peut-être un peu à cheval, à moitié au centre et à moitié à la périphérie. Est-ce que vous voulez développer dessus ? Je crois qu'il interroge d'une certaine façon la question de la frontière, parce qu'effectivement, les premiers aéroports internationaux considérés comme architecture, comme entité construite, etc., on pourrait dire que ce sont les aéroports construits dans la deuxième moitié des années 30, ou réaménagés, rénovés, comme Tempelhof par exemple à Berlin, ou la Guardia donc à New York, ou le Bourget par exemple à Paris, qui s'inscrivent d'ailleurs dans le contexte en fait de grands événements urbains, métropolitains, tels que la préparation du 750e anniversaire de Berlin, donc sous le Troisième Reich, ou alors l'exposition de 37 ou l'exposition de 39 à New York. Donc évidemment avec des régimes politiques tout à fait différents, mais il y a une sorte de concomitance, parce qu'effectivement il s'agit de montrer au monde comment les villes s'équipent des équipements les plus modernes. Et à ce moment-là, effectivement, l'aéroport est en marge de la ville, mais en même temps, c'est une sorte de porte d'entrée. D'ailleurs, c'est le vocabulaire qu'on retrouve de manière assez récurrente, de la même façon que la gare ferroviaire était considérée aussi comme la porte d'entrée de la ville. Et puis, peu à peu, en fait, effectivement, la frontière se déplace, se transforme, à la fois parce que ce sont des structures quand même très importantes. Il faut un grand terrain. Ensuite, il y a quand même des nuisances liées au bruit, liées au danger aussi. Hein. Et puis la ville s'avance aussi et donc reporte aussi ce type d'infrastructure au-delà. Donc c'est comme ça qu'on peut lire d'une certaine façon le passage du Bourget à Orly, puis d'Orly à Roissy, ou le passage de la Guardia à JFK, enfin, anciennement appelé Idlewild. C'est à la fois effectivement la ville qui s'avance, qui se consolide et qui repousse effectivement ces aéroports hors la ville, parce qu'eux-mêmes ont été rattrapés par la ville, et puis en même temps la dimension de l'aéroport qui devient de plus en plus importante. Et aujourd'hui, si on regarde du côté de la Chine, par exemple, où se construisent beaucoup d'aéroports, les tailles défient un peu l'imagination. Mais on trouve déjà ce discours dès les années 60, où par exemple à propos de l'aéroport d'Idlewild, donc aujourd'hui appelé Kennedy, que vous connaissez sans doute, on trouve comme ça des parallèles dimensionnels en fait entre l'aéroport, la taille de l'aéroport, mais aussi de ses bâtiments,
avec des références new-yorkaises et notamment manhattaniennes. On compare le centre de l'aéroport à la taille de Central Park. On compare la dimension d'une aérogare à 2 Empire State Buildings couchés. Donc à la fois, c'est immense, c'est extraordinaire, et donc c'est hors la ville, y compris par ses dimensions, mais en même temps on ramène ça quand même à des références urbaines, ne serait-ce que pour comparer, pour se rendre compte. Et Orly, de même, sera comparé. Alors, il y a des images assez amusantes. La comparaison, la dimension d'Orly, c'est l'équivalent de la longueur de l'avenue de l'Opéra, depuis l'Opéra jusqu'à la Comédie Française. Donc, évidemment, les parallèles sont assez sidérants, avec effectivement les représentations. Donc, la statue de Molière, et puis en même temps, on a l'axonométrie très, très moderne, en fait, d'Orly. Il y a d'autres types de frontières, les frontières institutionnelles par exemple, c'est quelque chose que j'ai découvert au hasard, et puis enfin pas seulement au hasard, parce qu'à un moment ça devenait prégnant, c'est-à-dire qu'en même temps la naissance des autorités aéroportuaires, qui sont même des pouvoirs très importants, puisque c'est rare quand même d'avoir des autorités comme ça qui ont finalement le pouvoir sur des territoires entiers, et un pouvoir assez intégral. Enfin, c'est rare, ça dépend où. Enfin, en tout cas, en France et aux États-Unis, par exemple. Et effectivement, New York et Paris sont intéressants parce qu'à la fois, à New York, c'est la Port Authority, donc, qui est l'autorité portuaire qui a été créée en 1921 donc, pour gérer le port de New York, mais aussi ses infrastructures routières, notamment, et ferroviaires, enfin une partie, qui va mener une vraie campagne de presse. Donc, on retrouve encore cette idée de médiatisation du sujet. Pour essayer de rafler effectivement la concession des aéroports qui avant était gérée par les villes. Et donc ce passage en fait de la gestion, la construction des aéroports, des villes, à des autorités plutôt techniques qui du coup ont un autre rapport au territoire, va être assez déterminant sur effectivement la manière dont ils vont concevoir ce système d'infrastructure. De même, la naissance d'ADP, d'Aéroports de Paris, en 1945, dans le contexte du redressement de la France, à l'initiative effectivement d'un résistant, Alain Bozell, qui a travaillé auprès du général de Gaulle, et qui d'ailleurs publie un petit opuscule sur l'aéroport de Paris comme ville du futur. Enfin, on trouve aussi évidemment cette idée. Donc on est toujours dans cette extension de la frontière, institutionnelle, architecturale. On a des grandes mégastructures comme ça, territoriales, technologiques, avec évidemment le revers de cette transcendance. Donc on est dans le Midicard, là, complètement. Mais en même temps, tout en dialoguant toujours avec la ville, parce que c'est la frontière. Donc on interroge effectivement aussi l'extension de la ville, son extension institutionnelle, son extension territoriale. Et aujourd'hui, on le voit bien d'ailleurs au travers du débat qui avait eu lieu autour de la consultation du Grand Paris, Roissy était quand même évoqué de ci, de là, parce qu'effectivement intégré dans ce débat sur la métropole et sur le Grand Paris. Et donc partie prenante quand même de cette question-là. Il y a une autre dimension qui revient aussi, qui revient d'ailleurs à travers les trois ouvrages, c'est la dimension du spectacle aussi. Alors c'est particulièrement fort dans l'aéroport, je trouve. Il y a le spectacle des avions, puis peut-être aussi au bout d'un moment le spectacle des passagers. Oui, alors moi effectivement, cette dimension assez spectaculaire qu'on trouve au travers de dispositifs comme effectivement la vue des avions. Alors maintenant, elle est parfois coupée, notamment par la présence de l'activité commerciale, mais enfin cette idée des grandes façades, ou cette idée aussi de l'approche de l'aéroport par les voies routières, enfin, qui est plus ou moins effectivement traitée, mais on le sent notamment à Orly avec ce jeu de courbes ascendantes et descendantes, enfin, qui nous permet d'accéder à l'aéroport. Elle est présente dès l'origine, enfin, peu qu'on puisse appeler ça l'origine, mais en tout cas au travers de ces spectacles qui donnent à voir en fait à des centaines de milliers de personnes la prouesse aérienne. Elle va se traduire ensuite dans le dispositif des terrasses qu'on trouve donc très tôt dans les premiers aéroports. C'est-à-dire l'idée, c'est que en fait jusqu'aux années 60, la majorité des personnes qui vont à l'aéroport ne vont pas à l'aéroport pour prendre l'avion, ils vont à l'aéroport pour voir les avions. Alors, je ne vais pas vous raconter Gilbert Bécaud, etc. Mais d'ailleurs, on l'a vu à propos de l'année dernière. En fait, il y a eu le 50e anniversaire d'Orly. Il y a eu pas mal d'émissions de radio, peut-être même des émissions de télévision.
qui du coup attestait d'une certaine nostalgie. Alors c'est peut-être un cycle d'une certaine façon, pour effectivement cette époque des dimanches à Orly, et donc ce grand dispositif effectivement des terrasses superposées où l'on voit ces foules de personnes qui viennent, qui pique-niquent, qui vont au cinéma, parce qu'il y avait un cinéma à Orly, et qui comment dire, savoure et découvre effectivement ce spectacle de l'aérien. On peut le retrouver encore aujourd'hui au travers du Salon des Bourget, qui attire quand même beaucoup de monde tous les 2 ans et qui fascine aussi parce qu'effectivement il y a cette idée du spectacle de l'aérien avec son côté très spectaculaire, très fascinant et en même temps son côté sombre, bien évidemment. Alors le spectaculaire et ce changement en fait du regard et de la perception, c'est vraiment quelque chose de fondamental avec la découverte du monde par en haut. En fait, vous avez choisi, Frédéric Pouzin, de traiter la vue aérienne sur le long terme dans l'ensemble de séminaires que vous avez organisés. Pourquoi ce choix ? Oui, nous avons décidé de travailler la vue aérienne dans la longue durée, parce qu'il nous semblait important d'appréhender cet objet à la fois à travers la diversité des usages qui avaient pu en être faits, mais aussi en essayant de ne pas se faire enfermer par une histoire des techniques et notamment l'histoire du vol qui ramenait la vue aérienne vers le XXe siècle. Enfin, bon, évidemment, les ballons rendent l'élévation possible dès la fin du XVIIIe et on a quelques productions de vues aériennes, de représentation à partir des ballons, mais finalement, c'est ce que nous a fait découvrir cette recherche, il y en a peu, et ça a été d'ailleurs un objet d'interrogation. Et la grande majorité des représentations aériennes, finalement, se font à partir du vol, à partir de l'avion, et grâce à la photographie. Alors, il nous a semblé intéressant de ne pas rester dans cette position un peu naïve qui consisterait à penser que la vue aérienne n'existe qu'à partir du moment où il y a la possibilité matérielle de s'élever. Et évidemment, bien évidemment, il existe des vues d'en haut, et notamment des vues de ville, depuis la Renaissance. Et donc, il nous a vraiment, nous avons voulu donc raccrocher cette histoire de la vue aérienne à l'histoire de ces vues de ville de la Renaissance. Alors, travailler sur la longue durée, c'est aussi se poser la question des bornes et des bornages temporels. Comme le dit Nathalie, c'est jamais simple quand on a un objet et qu'on se dit bon, où on commence et où on s'arrête. Et alors, ça a été une autre réflexion du programme de recherche, c'est-à-dire qu'on a voulu travailler justement dans l'interdisciplinarité, en faisant se rencontrer des gens qui avaient chacun réfléchi sur la vue aérienne à partir de son propre champ disciplinaire. Bon, des historiens d'art, des géographes, des architectes et urbanistes, mais qui finalement ne s'étaient jamais rencontrés, n'avaient jamais mis en commun leurs réflexions, ou des historiens des techniques, et en les mettant ensemble, en construisant cette rencontre, on s'est rendu compte qu'en fait, les temporalités ne se recoupaient pas et que, suivant le point de vue qu'on adoptait, on pouvait faire démarrer l'histoire de la vue d'en haut à une période ou à une autre. Voilà. Donc, ça a été intéressant aussi de croiser cela et de se rendre compte qu'il y avait peut-être en tous les cas, une chronologie un peu nouvelle à inventer autour de cet objet qui était finalement un objet de représentation. C'est-à-dire qu'une vue aérienne, c'est une forme de représentation et que là, bon, c'était en tous les cas un objet de questionnement. Voilà. Donc, ça a été une autre piste de réflexion pour réfléchir sur la longue durée. Et puis enfin, comme vous l'avez dit dans l'introduction et en présentant l'ouvrage, il y a des questions qui sont des questions récurrentes. C'est-à-dire qu'il y a des questionnements qui reviennent depuis la Renaissance jusqu'à nos jours, mais qui évidemment se posent dans des contextes différents et suivant des
des façons, des modes d'interrogation qui ne sont pas les mêmes. Et puis il y a aussi des points de basculement. Donc on a voulu vraiment essayer d'identifier tout ça. Et c'est pour ça, enfin c'est l'idée de construire des jalons ou des études qui soient centrées sur voilà, des moments de basculement ou au contraire des interrogations qui sont des interrogations permanentes qu'on va retrouver tout au long du cheminement que l'on fait si on essaye de suivre l'histoire de la vue aérienne. J'avais noté notamment que aussi dans votre introduction, en fait, dans les trois ouvrages, cette idée que la vue du monde d'en haut a un immense pouvoir clarificateur. Bon, encore faut-il être capable de comprendre ce qu'on est en train de voir. Et c'est assez frappant, justement, dans l'article de Marie-Claire Robic sur la géographie française. Il y a toute une première démarche qui consiste certes à prendre la photo, mais après être capable de l'interpréter. Et ça revient dans plusieurs articles. Voulez-vous en toucher un mot ? Oui. Alors ça, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que c'est une sorte de lieu commun. C'est-à-dire que une vue d'en haut, une vue synoptique permet d'avoir une compréhension globale d'ensemble et qu'elle apporte de la clarté et qu'elle est porteuse de clarification. En réalité, c'est bien plus compliqué que ça. C'est-à-dire que la vue aérienne, j'allais dire, opacifie ou trouble autant qu'elle clarifie. Alors, pour s'en rendre compte, alors évidemment, Marie-Claire Robic pose la question à partir de la géographie, et elle montre bien que, effectivement, la vue aérienne a un pouvoir révélateur, c'est-à-dire qu'elle permet de révéler des formes de peuplement ou de mettre en relation des figurations de routes et d'habitats qui sont perceptibles depuis une certaine distance, une certaine élévation, mais qu'on ne perçoit pas au niveau du sol. Donc, dans ce cas de figure, la vue aérienne a effectivement un pouvoir de révélation, c'est-à-dire qu'elle rend visible des choses qui ne le sont pas, mais elle rend visible des choses qui ne le sont pas à travers un dispositif qui est celui de la photographie aérienne. Et donc le pouvoir de révélation, il n'est pas indépendant du dispositif. C'est ce que Marie-Claire Robic appelle la visibilisation. C'est-à-dire que ce n'est pas la visibilité, c'est qu'on voit à travers quelque chose qui rend la vision possible. Or, la photographie aérienne, elle est productrice de beaucoup de déformations. C'est-à-dire que la vue d'en haut, pour qu'elle corresponde à une représentation juste, enfin, en tous les cas, métriquement acceptable, eh bien, il faut si vous voulez, corriger beaucoup de déformations. Il faut corriger des déformations, et puis, par exemple, la vue d'en haut, elle a aussi la faculté d'aplatir énormément. Alors, c'est ce qu'on retrouvera avec la cartographie. Et donc, se pose la question de réintroduire l'épaisseur, de réintroduire le volume, qui, pour la compréhension des faits, est extrêmement important. Pour interpréter de l'habitat, évidemment, il faut avoir la compréhension du volume. Alors, ça donne lieu à des tas de réflexions et d'interrogations. Les architectes vont contribuer beaucoup à cette réflexion sur le volume, et notamment, ils le feront après la Première Guerre mondiale. Bon, les conflits militaires sont souvent, sont porteurs de beaucoup d'améliorations. C'est l'occasion de faire un pas en avant, notamment sur ces questions de représentation aérienne, bien évidemment parce qu'il y a des objectifs qui sont ceux du renseignement et qu'il y a j'allais dire qu'il y a un usage là qui fait que on développe les techniques et on développe les capacités d'interprétation. Donc après la Première Guerre mondiale, bien évidemment, permet justement de mieux comprendre les techniques d'interprétation, de les faire progresser en tout cas, et les architectes, dès 1919, il y a un article qui porte sur une publication de The Architectural Review par un urbaniste, Holt, qui justement explique, interroge notre capacité à
réintroduire la troisième dimension dans les représentations, dans les photographies aériennes. Et donc il y a toute une discussion sur l'angle visuel correct qu'il faut privilégier. Et lui, il privilégie un angle effectivement de 75 degrés parce qu'il dit qu'en fait ça permet d'avoir une espèce de vue sur l'organisation des plans de ville, sur l'ordonnancement des bâtiments les uns par rapport aux autres. Et voilà, donc les architectes ont aussi contribué à leur manière à cette réflexion sur si vous voulez, le pouvoir de clarification et j'allais dire, les formes d'interprétation que l'on doit mettre en œuvre lorsque l'on a à exploiter une représentation qui est une vue d'en haut. Oui, la question de la vue oblique ou de la vue verticale revient, mais quasiment systématiquement dans tous les articles, qu'il s'agisse d'historiens, d'architecture, d'urbanisme, d'archéologie. Quel est le bon angle de vue? Faut-il combiner plusieurs angles de vue? Est-ce que la réalité est plate ou est-ce qu'elle a un certain volume? C'est vrai que c'est une question récurrente. Alors, c'est intéressant parce que ça nous amène à la construction en fait, de la représentation. Et vous avez cité l'article qui est un des articles d'ouverture, je crois, de Michael Burry, qui compare en fait deux vues de Rome de la Renaissance, une vue d'Étienne du Perrac et une vue de Tempesta, qui donnent en réalité, qui sont deux vues à vol d'oiseau et qui donnent cependant deux définitions totalement différentes de Rome. Ce n'est pas la même cité qu'on est en train de regarder. Pourquoi ? Bien parce que ce qu'explique Michael Burry, c'est que c'est qu'en fait, à travers l'angle de vue qui est choisi pour construire la représentation de la ville, il y en a une qui est une représentation vue de l'ouest, l'autre une représentation vue du nord-est, mais c'est pas tellement une question d'orientation géographique, enfin d'orientation du regard, c'est qu'à travers l'orientation du regard, on ne montre pas les mêmes composantes de la ville et on ne montre pas les mêmes objets. La première représentation privilégie la ville antique. Et on est dans une sorte de portrait, de plan portrait, de plan portrait de la ville antique. Et ce qui est valorisé, c'est ce lien à l'Antiquité qui est constitutif de la Renaissance. Alors que dans l'autre vue, il s'agit plutôt de montrer la ville contemporaine, c'est-à-dire la ville de la Renaissance qui se transforme et qui rejette en second plan et en arrière la ville antique. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le modèle idéal de l'Antiquité, mais on est dans la ville qui se construit et dans l'ambition du plan, dans l'ambition du plan qui est derrière. Et on rejoint là un usage qui est l'usage rhétorique de la vue d'en haut, à savoir un usage rhétorique et politique. C'est-à-dire que c'est une ville qui est mise en avant et c'est aussi un regard sur les transformations de la ville. Alors vous avez écrit vous-même un article sur la photographie aérienne et Firmini, la nouvelle cité verte Firmini. Et du coup, en fait, le ministère de l'Urbanisme et de la Reconstruction, en fait, ou plutôt de la Reconstruction et de l'Urbanisme, lance des campagnes de photographie aérienne systématique. Bon, a priori, ça paraît simplement une documentation, mais est-ce que c'est vraiment simplement une documentation ou qu'est-ce qu'il est en train de construire exactement là comme représentation de son œuvre ? Alors, effectivement, le ministère alors après la Seconde Guerre mondiale, au moment de la reconstruction en France, le ministère de la Reconstruction lance tout de suite des campagnes de photographie aérienne pour accompagner le projet de reconstruire la France, de reconstruire son habitat, l'habitat, d'équiper la France des grands équipements industriels, etc. La photographie aérienne est vraiment pensée dans un premier temps comme un outil qui va rendre possible cette reconstruction parce que c'est un outil à partir duquel on va pouvoir tirer des plans topographiques qui vont être totalement nécessaires pour la reconstruction du pays. Et donc c'est le service topographique du ministère de la Reconstruction qui met en place cette action.
et qui tire parti d'une science qu'on appelle la photogrammétrie et qui permet justement si vous voulez, de rendre la photographie aérienne efficace, c'est-à-dire elle permet de construire des plans de manière rapide sans avoir besoin de faire le travail de relevé et de terrain qui serait nécessaire sans cela. Donc ça, c'est un des premiers usages de la photographie aérienne au moment de la reconstruction. C'est un usage qui est lié justement à l'aspect mesurable de la représentation. Mais en même temps, le ministère tente une seconde action qui est de documenter le travail de reconstruction du pays. Et donc là encore, la photographie aérienne va être convoquée pour enregistrer tous ces chantiers qui se mettent en place dès les années 50 et qui vont modifier de manière profonde le pays jusqu'à la fin des années 60, enfin, mais même jusqu'en 1975 à peu près, quoi. Et donc, dans ce cas de figure, la vue aérienne va être utilisée dans sa fonction rhétorique aussi, pour valoriser ce travail monumental que l'État réalise et qu'il met. Voilà. Et c'est vrai qu'elles sont fabuleuses, ces vues aériennes, en fait, des grands ensembles, puisque finalement, on véhicule à la fois cette monumentalité, cette géométrie, cette totale abstraction, puisque finalement, ces lignes dans le paysage, souvent dans un paysage naturel, parce qu'on ne voit pas beaucoup d'autres. Enfin, elles sont souvent prises sur un angle où derrière, c'est la campagne à l'infini, quasiment. Et c'est très frappant, finalement, cette rhétorique qui se développe au bout d'un certain temps, à laquelle on ne prête pas du tout attention lorsqu'on est en train de feuilleter une revue ou un article en particulier. C'est juste l'effet quantitatif qui, au bout d'un moment, fait qu'on se rende compte que oui, il y a une véritable démarche derrière. Alors, il y a aussi un dernier point qui revient aussi souvent, c'est la question de l'imaginaire, en fait. Donc, il y a la construction d'une représentation, la construction d'un récit, d'un imaginaire. Olivier Lugon a écrit un article qui est autour du pilote, du photographe, du héros suisse, Walter Mittelholzer, où la photographie aérienne est convoquée pour créer vraiment une identité nationale. Oui, tout à fait. L'article d'Olivier Lugon a ce site fascinant, c'est qu'en fait, voilà, il rend compte de la production photographique d'un photographe qui en même temps est un pilote et qui est le fondateur de la Swissair. Et donc cette compagnie aérienne, au départ, est autant une compagnie de transport que une agence de photographie. Et la personnalité de Mittelholzer est vraiment tout à fait fascinante parce que c'est une personnalité héroïque et qui valorise l'exploit, valorise, si vous voulez, tout ce qu'il peut y avoir d'héroïque autour de la photographie aérienne. Et à travers les photographies qu'il produit sont les photographies des Alpes et de la Suisse, du territoire national, mais aussi, enfin, s'il y a construction d'une identité nationale, c'est aussi parce que la Suisse se reconnaît dans son territoire et se reconnaît dans son territoire qui est un territoire de montagne, quoi. Guillaume Mont-Saint-Jean. La cartographie comme la vue aérienne, pour moi, c'est un peu une prise de possession du monde. C'est une façon de s'accaparer le monde pour soi-même, essayer de le découvrir, de le comprendre. Une des premières questions que vous posez, néanmoins, dresser une carte, est-ce que c'est une question d'efficacité, c'est une question de beauté? Vous voulez dire en général ou pour les artistes? En général, pour le cartographe d'abord. Ah, pour le cartographe, alors je ne suis pas moi-même cartographe, mais il me semble, en discutant avec des cartographes, que ce qui est fascinant dans la carte, c'est son ouverture, c'est-à-dire son caractère multifonctionnel. Donc, alors même que l'on croit qu'on est en train de dresser une carte des possessions coloniales de la Grande-Bretagne, on est, sans le savoir, en train de préparer un imaginaire collectif parce que cette même carte va se retrouver dans le métro londonien et qu'elle va donner, nourrir des appétits, des ambitions, une fierté nationale. Et on pourrait multiplier les exemples. Donc, bien entendu, la carte est toujours affaire de... Il y a une haute technicité, une virtuosité même parfois, donc une grande rigueur,
Et les modalités cartographiques qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'elles sont multiples, sont le résultat d'une longue histoire, et d'une histoire qui, en Occident en tout cas, est une histoire extrêmement mathématisée. Effectivement, la cartographie moderne n'est pas enfant de la Renaissance pour rien. Donc il y a cet extrême souci de la rigueur, de la précision, de l'information et éventuellement de l'efficacité. Mais ce même mouvement permet aussi, et c'est ça à mon avis qui fait tout l'intérêt du champ cartographique pour les artistes aujourd'hui, c'est que c'est précisément dans cette démarche de précision que se joue un espace de fantasme, de liberté, de fictionnalité. C'est souvent en étant extrêmement précis et rigoureux que l'on construit des artefacts qui sont des fictions totales. Donc c'est cette ambiguïté. Donc la réponse est oui, bien sûr, il y a cette grande rigueur, ce souci de la fonction, mais c'est plus encore la complexité et la duplicité qui est fascinante dans la cartographie. Alors justement le titre, Mappamundi. Alors le titre Mappamundi, bon, c'est le titre d'une exposition, mais c'est même le titre de 2 expositions. J'ai fait 2 expositions très différentes et j'avais décidé de conserver le même titre. Il a, entre autres, un énorme avantage, c'est qu'il est international. Donc on le comprend très facilement. Bon. Et alors Mappamundi, en apparence, c'est une référence à une démarche et une réalité médiévale de la représentation du monde qui précisément est une représentation pré-Renaissance et une représentation qui renvoie plus au sens du monde et à la façon dont le monde est habité par la religion, par le sens du sacré. Donc ces grandes maps-mondes qui sont la plupart du temps circulaires, Ebstorfer, Hereford, enfin on en a un certain nombre de conservés. Mais la map-monde, c'est aussi une des formes de représentation avec des projections qui peuvent être Mercator ou autres. Donc même si le terme aujourd'hui map-monde est un petit peu suranné, un petit peu délaissé, il m'a semblé que Mappamundi, on pouvait l'utiliser comme un terme générique qui ne renvoyait pas nécessairement à une échelle, et que ça pouvait renvoyer à une sorte de démarche, de ce qu'il y aurait de commun dans des démarches artistiques qu'elles restituent un univers urbain réel. Il y a des cartes de Paris, par exemple, ou imaginaires, des cartes de villes qui n'existent pas, ou bien qu'il s'agisse de représenter le monde, ou qu'il s'agisse de représenter le cosmos, ou qu'il s'agisse de représenter la blogosphère. Hein. Dans tous les cas, c'est une façon de donner à voir le monde tel que nous l'habitons. Et donc, je dirais qu'en ce sens, ce qui peut intéresser des artistes, c'est que, quelle que soit l'échelle qui est utilisée, qu'il s'agisse de représenter une carte mentale, la carte du quartier où j'habite, ou bien de représenter le rayonnement cosmique et la forme que pourrait avoir le cosmos, on est toujours dans une carte du monde. C'est toujours, en quelque sorte, même quand je représente la station de métro à côté de chez moi, c'est toujours une carte du monde, et c'est toujours, avant d'être une cartographie plus ou moins précise, plus ou moins détournée de l'objet que je représente, c'est aussi un portrait de nous, de nos attentes, de nos peurs, de nos techniques. Et c'est ça qui est intéressant dans la démarche des artistes. Vous en donnez plusieurs exemples historiques qui sont assez fascinants. Il y a un exemple de carte qui s'appelle... C'est une carte scolaire en plus, de 1950 ou 60, c'est très récent, qui montre la civilisation au XVIIIe siècle avec la France qui irradie l'Europe par ses arts. Donc c'est une série de cercles concentriques très épais autour de la France et qui vont en devenant de moins en moins épais. Et donc cette influence française est très marquée alors qu'on a Constantinople, et pour lequel en fait la même influence qui pourtant à l'époque était très importante est située simplement avec des traits extrêmement fins. C'est-à-dire que le rendu visuel implique déjà tout à fait une conception du monde, une conception complète en fait du poids respectif des uns ou des autres. Ah oui, elle est fascinante. Je suis content qu'elle vous ait plu parce que je me suis battu pour qu'elle soit en couverture du livre. Bon, alors qu'elle n'était pas du tout exposée dans l'exposition puisque c'est une carte scolaire. Donc j'ai la chance d'en avoir un exemplaire à la maison. Et c'est une carte, alors me semble-t-il, complètement fantasmatique qui s'appuie sur les travaux de Louis Réau sur le rayonnement français au XVIIIe. Et c'est une carte qui est censée montrer l'existence dans l'Europe classique d'un certain nombre de pôles de rayonnement culturel. C'est quand même une carte qui est à la gloire du rayonnement français, hein, donc la carte montre ce rayonnement ici. Et ce qui m'a fasciné, c'est 2 choses. C'est la virtuosité du traitement graphique. C'est quelque chose avec cette série de cercles concentriques, mais avec une pluralité de centres. Donc une interaction
finalement un petit peu des systèmes de... C'est des vieux souvenirs, mais on étudiait ça en physique Fresnel, non, des histoires d'ondes qui fabriquent... Et c'est très complexe. Quand on regarde dans le détail, il y a des moments où, effectivement, les cercles deviennent de moins en moins épais parce qu'on s'éloigne, et tout d'un coup, on récupère de l'épaisseur. Donc, on avait déjà compris que la distance n'était pas tout, et que la carte représentait bien d'autre chose que de la distance. Donc il y a l'efficacité et le caractère sidérant de cette ingéniosité graphique. Et puis il y a un petit bout que j'ai mis en légende de la carte, d'ailleurs. J'ai repris donc ce qui a été mis dans la légende, il y a toute une série d'explications. Et le 5e point, je crois, c'est « Une telle carte ne peut avoir la prétention d'une exactitude rigoureuse ». Alors ça, moi, ça me renverse. Donc c'est une carte scolaire qui apprend aux gamins ce que c'est que l'Europe, ce que c'est que l'histoire. Et on dit, voilà, bon. Voilà. Alors c'est d'autant plus frappant aussi qu'on ne se rend pas compte immédiatement, ou on n'en est pas forcément conscient, à quel point savoir lire une carte, c'est déjà posséder quelque part un langage cartographique, c'est on est capable de la lire. Et j'ai trouvé que les moments où vraiment on s'en rendait compte, c'était tout d'un coup quand les choses étaient inversées, quand le haut devient le bas, quand la carte est vue depuis l'Australie, quand le centre du monde n'est plus les États-Unis. Enfin, des questions comme ça qui sont des points sur lesquels travaillent beaucoup les artistes, en fait, ce renversement des repères. Voilà, les artistes, en fait, si tant d'artistes travaillent la cartographie aujourd'hui, c'est parce qu'ils considèrent que vous et moi, tout un chacun, possède désormais un certain bagage de lecture, et que l'on peut se mettre à travailler avec cela, et à détourner, à inverser, à faire en quelque sorte ce qui pourrait être des fautes d'orthographe volontaires ou des fautes de syntaxe volontaires. Vous repérez que c'est un effet de style, que c'est pour représenter un accent, que Céline joue avec la langue et qu'il joue avec une norme et une déformation. Donc effectivement, il y a la carte célèbre faite par les Australiens pour montrer le monde vu d'en bas, qui n'est pas vu d'en bas parce qu'il n'y a plus ni haut ni bas, mais que c'est simplement peut-être notre représentation classique à nous qui est à l'envers. Donc il y a toute une série de décentrements. Ce qui est fascinant quand on parle avec ces artistes, c'est que ce qui les caractérise tous, c'est qu'ils ne sont pas prisonniers de la technique, c'est-à-dire qu'ils se saisissent d'une série d'instruments, de cartographie numérique, de l'outil informatique, mais pour en jouer, pour s'en détacher, et que finalement, un certain nombre d'entre eux n'ont pas une grande culture cartographique. C'est-à-dire que on en parlait ce matin avec un exemple, Cristina Lucas, une artiste espagnole qui travaille sur les genres. Son travail est vraiment traversé par la question du féminisme. Ses vidéos sont vraiment des critiques féroces d'une société machiste. Et là, elle a travaillé sur 2 gros globes qui doivent faire 1,20 m de diamètre. Ce sont des globes qui tournent. Et il y a un globe féminin, un globe masculin. Et sur le globe, elle représente un découpage qui n'est pas tout à fait un découpage politique des frontières, c'est un découpage linguistique, et elle s'est attachée, après une longue enquête, à collecter tous les noms populaires et même d'argot qui représentent le sexe masculin d'une part et le sexe féminin d'autre part. Donc il y a un globe féminin et un globe masculin. Ces 2 globes tournent, et on se rend compte que les 2 globes ne sont pas symétriques. Donc il y a des pays de langue espagnole, par exemple, où les mots d'argot pour désigner le sexe masculin eh bien, changent d'un pays à l'autre alors que la langue est la même. Donc, il n'y a plus cette symétrie. Et quand j'ai parlé, on a visité l'exposition avec Cristina Lucas, et comme j'avais mis ces deux globes à l'entrée de l'exposition, et j'avais demandé qu'on les laisse éclairer toute la nuit, puisqu'on les voyait de la rue, donc c'était une belle entrée en matière. Et je lui ai dit, c'est vraiment magnifique d'avoir joué comme ça sur une sorte de détournement de la vieille tradition des 2 globes célestes et terrestres. Et elle m'a regardé et m'a dit non. Ah bon, pas du tout, j'étais pas au courant. Donc j'avais plaqué ce schéma là-dessus en disant évidemment la question de l'articulation du ciel et de la terre n'a peut-être plus l'importance qu'elle avait dans une époque où la forme religieuse était omniprésente, où la mythologie était pour le coup un vocabulaire qu'on a beaucoup perdu. Et aujourd'hui, l'enjeu du genre et du masculin-féminin est décisif. Eh bien, elle ne l'avait pas verbalisé comme ça, mais le fait est. Elle avait en quelque sorte assimilé cette culture, et puis elle l'avait revue à sa manière. La question du pouvoir aussi revient régulièrement. Les cartes, en fait, sont très fortement associées au pouvoir, et la vue aérienne aussi. À être capable de connaître le monde, c'est peut-être le posséder.
Et puis, apparemment, il faut d'ailleurs pas forcément le dévoiler non plus. Il ne faut pas forcément faire connaître la carte exacte aux autres. C'était le cas peut-être des empereurs romains, si j'ai bien compris aussi. Oui, mais ça c'est la grande courbe. Et alors là, effectivement, toute la vision aérienne et les vues d'en haut s'inscrivent pleinement là-dedans. C'est la grande courbe d'une culture du secret, d'une raréfaction, d'un énorme apparat d'État pour garder à jour une base de données à laquelle peu de gens doivent accéder. Mais c'est très compliqué d'avoir quand même des navigateurs qui viennent, qui reviennent à chaque fois. Ils doivent donner les infos, remontrer leurs cartes, mais il ne faut pas que ces cartes circulent. Et en fin de course, c'est-à-dire aujourd'hui, on est au contraire dans une surexposition cartographique et de vision aérienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une vision obligée. Et on parlait tout à l'heure de l'exposition de Beaubourg, et on remarquait que c'était une exposition, de Metz, de Pompidou-Metz, que c'était une exposition qui était tournée autour de l'art contemporain et qui finalement délaissait tout un vaste pan qui est l'omniprésence de cette vision aérienne ou de cette vision zénitale dans notre vie quotidienne. Le nombre de publicités qui aujourd'hui recourent à cet élément, aujourd'hui des mauvais films. Il y a quelque temps, c'était des réalisateurs un peu innovants qui jouaient avec ça. Et aujourd'hui, dans n'importe quelle série, vous avez un moment où la caméra se trouve en haut, on ne sait pas bien pourquoi, mais c'est une espèce de tic visuel. Donc, avec les artistes, on retrouve ça. Ils savent qu'on est héritier en jouant avec les cartes. On est héritier d'une culture du secret, de la rareté, mais qu'aujourd'hui, la carte n'est plus rare. Elle est au contraire très, très présente. Mais en revanche, ce qu'il y a de nouveau, c'est l'idée de se saisir de la carte comme d'un contre-pouvoir. C'est-à-dire que la carte n'est plus l'apanage des sachants ou des possédants ou des seuls militaires, des groupes, des comités alternatifs, des minorités se saisissent de la cartographie comme une arme pour lutter, peut-être pas d'égal à égal, mais enfin pour tenter de réagir et pour le coup, dévoiler, non pas dévoiler des secrets, mais dévoiler une autre lecture du monde. Il y a un point qui est frappant aussi, c'est vous mettez en avant le fait que la cartographie naît en même temps que la perspective, en fait. Et c'est frappant dans la mesure où d'un côté il y a un point de vue en fait de l'homme en station horizontale, et quel est le point de vue de la carte? Du coup, c'est le point de vue de Dieu, c'est une multitude de points de vue. Ben là, c'est pour le coup effectivement une question qui traverse l'ensemble des ouvrages, cette articulation entre la verticalité et l'horizontalité. Oui, ce qui est frappant, c'est que, par exemple, tout à l'heure, Frédéric parlait de l'invention de la cartographie urbaine à la Renaissance. Dans les deux cas, par exemple, le personnage d'Alberti est au cœur des deux stratégies, des deux dispositifs, avec un dispositif perspectif extrêmement géométrisé, mais qui joue sur une déformation maîtrisée, et puis un dispositif géométral dans lequel la question de la déformation n'est pas encore en jeu. Elle sera en jeu quand il s'agira de représenter le monde, mais dans lequel on est dans cette recherche de finalement presque l'absence de point de vue, on pourrait dire d'une représentation plate qui est dans le souci de l'efficacité. Mais là, je pense que tu aurais à... Oui, le point de vue, le point de vue de la carte ou le point de vue de la représentation, c'est à la fois un point de vue géométrique, mais c'est aussi un point de vue mental. C'est-à-dire que c'est aussi, ça renvoie à une position spirituelle dans l'histoire de la cartographie et de la représentation. C'est-à-dire que dès l'Antiquité, la contemplation du monde suppose une posture méditative, philosophique, qui après deviendra une posture spirituelle. Quand par exemple dans le livre Stephen Bann relate l'élévation d'un voyageur, enfin un voyageur du XVIIe siècle, Bargrave, qui arrive à Bourges et qui monte dans l'escalier, enfin qui monte dans une des tours de la cathédrale de Bourges et qui perçoit la ville d'en haut, il dit qu'en fait il est dans il y a une dimension morale et il perçoit le danger aussi à atteindre ce point de vue qui n'est pas, qui est le point de vue divin, donc pas occupable par un individu, et
Donc il y a toute une série d'enjeux de cet ordre-là. Et je dirais que par la suite, il y a des enjeux qui sont d'ordre cognitif. C'est-à-dire que il me semble que, alors ça c'est ce que nous apprennent par exemple les récits de vol aérien, c'est-à-dire que quand on est en haut, se dégage une sorte d'espace de réflexion qui n'est pas, qui a une certaine qualité et qui est tout à fait particulier, qui permet de mener des raisonnements et de livrer aussi d'avoir un rapport au monde tout à fait particulier. Et ça, par exemple, c'est ce que relate très bien un préfet dans les années 70 qui survole, comme le font beaucoup de politiques avec des technocrates qui survolent, par exemple, la côte aquitaine pour l'aménager, et qui écrit un petit ouvrage justement sur les réflexions qu'il a pu avoir en vol. Et il en fait un dispositif de connaissance différent des dispositifs qui sont utilisés au sol, à savoir l'enquête ou par exemple le travail de relevé du survey, quoi. Et du coup, la prochaine grande découverte, c'est le passage dans l'espace, en fait. C'est les vues de la Terre, mais cette fois-ci pas d'aussi près que l'avion le permettait, mais d'aussi loin que les astronautes ont pu le voir. C'est tout d'un coup une vision du monde qui est encore infiniment différente, infiniment fragile aussi. Oui, c'est c'est la vue satellitaire, et bien évidemment, ça nous renvoie à Google Earth. Mais du point de vue je crois que les historiens de la cartographie et les historiens qui travaillent sur les représentations ne considèrent pas que la vue satellitaire constitue une rupture fondamentale par rapport justement à cette histoire de la vue d'en haut sur la très longue durée. Finalement, on retrouve des problématiques et on retrouve un certain nombre de choses. Ce que souligne Marc Dorian, qui a consacré une réflexion à Google Earth, c'est que du côté des usages, ça change énormément, parce que finalement, avec Google Earth, l'utilisateur n'est plus un expert ni un politique, il est un consommateur. Et c'est une des pistes de réflexion qu'il développe. Et effectivement, cela change énormément dans la façon dont la vue aérienne peut être reçue et dont ces images satellitaires sont mises en relation avec d'autres images qui apparaissent de manière concomitante sur les écrans. Voilà, alors par ailleurs, mais ça peut-être on renvoie à l'aspect plus technique et Nathalie pourra peut-être en dire quelques mots, c'est-à-dire que on a, grâce à Google Earth, il y a quand même on a des possibilités de faire varier la définition de l'image, et donc on est c'est quelque chose effectivement particulier par rapport aux jeux auxquels peuvent jouer les artistes par rapport aux cartes. Mais est-ce si particulier que cela? Enfin bon, c'est une question et elle est ouverte, quoi. Sur cette question de l'impact de la vue satellitaire, peut-être qu'effectivement il y a une continuité, ou en tout cas pas de rupture radicale. Il y a quand même un impact, c'est la fameuse Blue Marble, la photo de la NASA de la Terre bleue. Peut-être que dans la méthodologie finalement un peu plus loin, l'impact c'est quand même la vision de masse. Et cette image qui s'inscrit, donc l'habit bleu, et puis ensuite il me semble qu'il y a une autre étape qu'on connaît peut-être moins en France, mais qui a été une photo publiée dans National Geographic, par d'ailleurs avec toute une mythologie, un artiste qui se soignait, qui s'appelait Tom Van Sant, et qui était atteint d'une affection aux yeux. Donc il était forcé d'être dans le noir. Et pendant ces 3 semaines qu'il a passées dans le noir, il a eu comme une vision, et il s'est dit, il faut représenter absolument le monde vu de satellite, et ça donne une photo très allongée que vous avez sans doute vue, qui était beaucoup publiée à l'époque, ça doit être dans les années 70, et ça s'appelle A Day Without Cloud. Et c'est la fiction de que se passerait-il si on voyait d'en haut
de façon parfaite, donc c'est un montage de dizaines de milliers. Donc voilà, on rentre dans une production d'images de masse. Bien entendu, il y avait des tas d'images de masse, mais voilà, cette image d'une prise de distance avec la Terre et se fait beaucoup plus large. Alors effectivement, dans les artistes, par exemple, je trouve que cette question de l'omniprésence du Google Earth, dans lequel on est tous utilisateurs, il y a une artiste, par exemple, Jessica Vaturi, qui a fait un travail que j'avais hésité à mettre parce qu'elle joue avec de la photo aérienne qui n'est pas tout à fait de la cartographie, mais ça s'appelle Google Me. Elle représente 3 sections de tête humaine, donc vue de côté, vue de face, comme dans une photo anthropométrique. Et c'est comme si on avait passé l'un d'entre nous à la radio, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit? On voit Google Earth. Et elle appelle ça Google Me, donc au sens où on va chercher des informations sur quelqu'un. Que se passerait-il si on cherchait des informations sur quelqu'un? On trouverait en lui, au plus profond de lui, on trouverait cette relation au monde, ces cartes, cette relation de l'espace. Autrement dit, nous avons tous déjà ces références, ce feuilletage cartographique entre nous. Et le travail des artistes est un travail de révélateur. Il amène à la surface, en quelque sorte. Oui, enfin, pour revenir sur la question sur Google Earth, effectivement, je pense qu'à la fois, ça s'inscrit effectivement dans cette longue histoire, et en même temps, il y a des effets de rupture, comme Frédéric le signalait, effectivement, sur le fait que on pourrait agir sur la carte, c'est-à-dire fabriquer effectivement ses propres cartes au travers en plus d'un média qui peut être très petit ou très grand, etc. Mais en même temps, les données que produisent Google Earth, qu'elles soient alphanumériques ou qu'elles soient visuelles, etc., sont quand même fabriquées, sont mises en forme au travers effectivement d'une médiation et d'une représentation. Autre élément, moi je repensais justement à cette idée, celui qui produit la carte, ou celui qui produit l'image et celui qui la reçoit, ou alors celui qui effectivement la consomme. Enfin, on voit qu'on a comme ça différents acteurs. C'est vrai que avec la vue aérienne, on a quand même beaucoup de récits effectivement de ces personnes qui montent dans des aéronefs ou montent en haut d'un beffroi, ou effectivement, et donc éprouvent en fait cette sensation de la découverte de ce que ils ne voyaient plus, ou de la découverte de ce qu'ils n'avaient pas vu, avec effectivement les effets totalisants, les effets d'effacement dont on a parlé. Et on pense au poème de Baudelaire, excusez-moi, mais Élévation, où effectivement il y a cette idée aussi de l'ouverture complète de l'espace de réflexion et du coup de la rationalisation possible. Alors avec Google Earth, on n'est plus dans cette possibilité, enfin à moins de se transformer momentanément en Georges Clooney. Mais bon, alors, il y a aussi la question, effectivement, de la reconstitution, enfin, de tout cela. Et donc, on est dans un autre rapport, je trouve, à la fabrication, effectivement, de la carte et à la sensation, effectivement, de cette redécouverte de la totalité. Mais on est toujours dans cette idée, effectivement, de posséder, de croire qu'on possède, d'une certaine façon, une réalité, vue d'en haut, enfin, dans la mesure où tout d'un coup les choses deviendraient figurables, deviendraient effectivement réimaginables, et en même temps l'objet nous échappe, parce qu'effectivement il a sa propre représentation. Donc on est toujours dans cette dualité. J'ai l'impression aussi qu'on est de plus en plus fortement à associer la vue aérienne et la surveillance, en fait, peut-être plus qu'avant. C'est-à-dire, je pense que c'est peut-être pas quelque chose qui était aussi prononcé au tout début, qu'on a dû ressentir au cours des guerres, et puis qui maintenant est assez évident. Quand on regarde Google Earth, on regarde les autres, et du coup on se dit, ah zut, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de me regarder en même temps. En fait, et c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les travaux artistiques, qui était présent aussi en clôture, quasiment dans les dernières salles de l'exposition Vue d'en haut. Oui, et même il y a des travaux d'artistes que je n'ai pas pu présenter parce que bon, il y a des problèmes techniques de surface, mais je pense par exemple à un artiste espagnol, Mateo Maté, donc qui était présent dans l'exposition, mais on avait un projet qu'on n'a pas pu faire, qu'il a réalisé déjà ailleurs et dans des lieux à haute tension. Il l'a réalisé en Israël et à la frontière du Mexique et des États-Unis. C'est un projet dans lequel, j'en ai mis une photo dans la première partie du livre, dans lequel il travaille avec un matériau très simple qui sont les petits potelets de gestion des files d'attente dans les aéroports, les musées, etc. Et avec ça, il dessine des grandes cartes dans un espace public. Et donc, mon intention, il y a juste à côté de l'Hôtel des Arts où avait lieu l'exposition, il y a une place à Toulon qui s'appelle la place de la Liberté. Et donc, on avait escogité de dessiner une grande Méditerranée
en potelet, et finalement d'empêcher les gens de traverser la place de la Méditerranée, donc de maudire cela. Et c'est évidemment, pour lui, c'est une façon d'interroger la question de l'Europe par rapport à l'immigration, de l'accès à un territoire, d'un blocage. Et donc, c'est une façon, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il fait ce dessin-là, et puis il installe des caméras de surveillance, et il y a 3 moniteurs qui se seraient placés à l'Hôtel des Arts, et on aurait un petit peu inversé la situation, et on aurait eu une espèce de contrôle par l'exposition de l'espace public. Le projet n'a pas été très favorablement accueilli, et donc bon, mais parce qu'il voilà, il va et ça il l'a fait en Israël, et il l'a fait donc à la frontière du Mexique, sur le fameux mur entre les États-Unis et le Mexique. Donc il va effectivement au feu, quoi. Il va là où ça pose problème. Alors, on me fait signe que notre temps de parole est quasiment épuisé. Avant de prendre les questions, vous avez chacun choisi un livre, en fait, parmi les collections de la bibliothèque. Voulez-vous nous en toucher un mot? Alors, nous avons... je vais prendre le premier. Nous avons AS&DS, qui a été choisi par Frédéric Pouzin. Oui, et la consigne était de choisir un livre de chevet. C'est bien difficile et je crois que je n'ai pas de livre de chevet. Mais en tous les cas, ça m'a paru tout à fait intéressant de vous parler ce soir de ce petit livre AS&DS, qui est en fait un livre écrit par Alison Smithson. Ça veut dire Alison Smithson in DS. DS, c'est la DS in DS, c'est la DS Citroën. Et donc, c'est en fait une expérimentation à laquelle s'est livrée Alison Smithson dans les années 70. Ça a commencé en 1972. Je ne sais pas, ça s'est prolongé pendant quelques années. Et son idée était de documenter justement la transformation des territoires du fait de l'usage de plus en plus intensif de l'automobile. Et elle s'est donc embarquée dans une DS, et elle a fait de manière répétitive un trajet entre Londres et la campagne anglaise. Et durant ces trajets, elle a enregistré tous les, ce qu'elle percevait des transformations du territoire et du flux des automobiles, etc. Alors, ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, Alison Smithson, avec son mari Peter Smithson, sont des architectes qui ont introduit la dimension ethnologique dans l'architecture, voilà, en rupture avec les modernistes, puisqu'ils étaient membres du Team 10. Et donc ce sont des architectes qui réfléchissent justement sur toute la dimension, y compris anthropologique, de l'habitat, de la façon d'habiter l'espace. Et en même temps, j'ai choisi cet ouvrage parce que c'est une sorte de contrepoint justement à une représentation, j'allais dire, d'en haut, puisqu'il s'agit d'une traversée, il s'agit de traverser les territoires. Donc on est au niveau du sol et on est dans l'horizontal, et puis on le répète. Et en même temps, elle met en place tout un dispositif de représentation tout à fait intéressant et tout à fait original, qui allie la cartographie, la description écrite, les prises de vue depuis le pare-brise de l'automobile, donc qui est une sorte de représentation canonique du mouvement depuis les travaux inauguraux de Kevin Lynch et de ses élèves qui ont été menés aux États-Unis précédemment. Donc c'est intéressant parce qu'elle articule des formes de représentation extrêmement variées, et donc elle fait réfléchir justement aux usages de la représentation comme étant, en fait, elle met aussi des croquis. Vous voyez, j'ai des très jolis croquis qui sont pris depuis la voiture. Et donc, en fait, elle montre bien qu'une représentation n'existe pas indépendamment d'une autre, et que, en fait, pour interpréter un territoire, eh bien, il faut mettre en relation les représentations qu'on peut en produire, et que c'est à travers cette mise en relation, à travers le croisement de cela, que on peut arriver à produire une connaissance du territoire. Et en cela, ça rejoint les usages de la vue aérienne contemporains, parce qu'en fait, aujourd'hui, les spécialistes de l'espace, les architectes, urbanistes et paysagistes utilisent la vue aérienne
au milieu d'autres formes de représentation et les articule avec d'autres formes de représentation. Et justement, il mêle souvent ces représentations d'en haut avec des représentations d'en bas, cette traversée du territoire. Et puis, pourquoi j'ai choisi aussi cet ouvrage? Eh bien parce qu'en fait, Alison Smithson adopte une posture très culturelle et que là aussi, si son voyage se passe dans les années 1970, il fait référence à la grande tradition des voyageurs anglais et notamment au début du 19e siècle. Elle cite les voyages de William Cobbett qui parcouraient la campagne anglaise au milieu du 19e siècle et elle nous dit qu'une représentation aujourd'hui de nos espaces suburbains finalement peuvent très bien réutiliser des modes descriptifs antérieurs et les réactualiser. Et donc, quelque part, elle aussi, elle se place dans une durée qui n'est pas courte. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce petit ouvrage. Voilà. Et puis, alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, l'ouvrage, vous voyez, a la forme du plan de l'automobile, de la DS. Et donc, a room on wheels, comme elle dit, c'est-à-dire que la DS est un médium pour produire cette description, cette représentation du territoire qu'elle nous donne à voir dans cet ouvrage, et que les représentations, elles sont fonction aussi de ce dispositif qui n'est pas uniquement un dispositif technique, puisque c'est a room on wheels, c'est-à-dire un habitat qu'on transporte. Et voilà, donc c'est un bel objet de méditation qui nous fait rebondir par rapport à tout ce dont on a parlé ce soir. Un bel objet qui donne envie en effet de le regarder en livre de chevet. Alors Nathalie, vous avez choisi New York Délire. Rem Koolhaas, c'est dans le dernier chapitre aussi de votre livre. Dites-nous en plus, pourquoi New York Délire? Alors bon, c'est vrai que la question était à la fois banale et puis c'est pas du tout une critique, hein, loin de là, mais vraiment pas évidente. Parce que j'ai pas de livre de chevet. J'en ai beaucoup. Bon, en fait, j'en avais choisi 2 parce que je trouvais qu'ils étaient un petit peu en écho. Je vais peut-être parler du premier d'abord. C'est qui est pas dans la bibliothèque. C'est un livre de Colum McCann, un écrivain irlandais, contemporain, très contemporain. Le livre que j'avais choisi s'appelle, dans sa traduction française, « Et que le vaste monde poursuive sa course folle ». Il date, je crois, de quelques années, fin 2006. Et en fait, il part sur New York, donc on est dans la même unité de lieu, en tout cas, autour d'un événement qui est donc l'exploit, donc on est encore dans l'exploit, de Philippe Petit, ce funambule, qui donc a réussi après moult préparations et il y a un film d'ailleurs, un documentaire qui est sorti sur cet exploit, a finalement dressé un câble entre les 2 tours des Twin Towers qui étaient encore en chantier, qui allaient ouvrir, et puis donc a marché sur ce fil, sans filet ni rien, etc. Donc déjouant tous les services de sécurité, préparant son coup, enfin, puis ensuite il se fait arrêter par la police, il passe en procès, enfin il y a toute une spectacularisation de ça. Et en fait, l'auteur Colum McCann part de cet événement. Et en même temps, dresse effectivement une série de portraits de personnages qui sont dans la ville, qui ont des histoires particulières. Il y a un prêtre irlandais qui s'occupe de prostituées, il y a des mères de famille qui se réunissent autour de fils qu'elles ont perdus pendant la guerre de Vietnam, etc. Donc de destin comme ça collectif d'une ville qui finalement est quand même l'un des personnages principaux du roman. Et qui dévoile une sorte de conscience comme ça collective autour de cet événement du funambule. Et alors après, comment j'arrive à Koolhaas, j'en sais rien. Enfin, c'est aussi ça la bibliothèque, hein, c'est une sorte de collage comme ça. Mais bon, Rem Koolhaas, c'est vrai que pour le coup c'est un classique, mais ça fait partie de ces classiques effectivement qu'on relit. Mais il parle aussi effectivement de cette stratification et de cette conscience ou de cet inconscient collectif d'une ville qui produit effectivement toute une série de projets, d'imaginaires, à partir même de ce ferment effectivement de New York, donc, et de cette culture de la congestion, comme il l'appelle, où effectivement le livre ne dresse pas une histoire réelle ou matérielle
de la ville de New York, mais plutôt une histoire effectivement d'un certain nombre de projets qui l'ont projeté, qui l'ont imaginé, qui l'ont sublimé, qui l'ont transcendé, etc., qui n'ont pas forcément été réalisés, bon, hormis peut-être le Rockefeller Center. Mais il y a très peu d'images effectivement du réel, en fait, du matériel. C'est plutôt des images de projets, mais qui en même temps, à un moment, sont digérées par la ville, qui les reproduit ensuite, effectivement, et donc font partie aussi de cette conscience ou de cet inconscient de la ville. Donc je trouve que c'est une stratification dans le temps, mais aussi effectivement dans ces différentes expressions effectivement de ce qu'une ville peut produire comme destin, soit individuel, soit effectivement au travers des projets. Et c'est un livre aussi qui m'a beaucoup plu, mais évidemment aussi inspiré par rapport à mes travaux. Après, voilà. New York Délire, c'est un livre qui marque. Guillaume Mont-Saint-Jean, vous avez choisi du lourd. Vous avez choisi oui, Auguste. Mais moi aussi j'ai triché, c'est pas mon livre de chevet. Et l'histoire de l'architecture. Qui pourrait croire que... C'est du lourd dans tous les sens. Je l'ai choisi parce que moi je l'ai découvert assez tard, ce livre. Je ne suis pas architecte, donc je l'ai découvert comme ça, un beau jour. Et j'ai d'abord été fasciné par l'écriture de Choisy. Et en fait, à plusieurs reprises, on a parlé, ça serait l'objet d'un autre débat, c'est le fait que cette représentation zénitale, la question de la cartographie, elle fonctionne dans sa représentation plastique, mais aussi il y a une double coursive, c'est la représentation littéraire. Et c'est cette interrogation, cette omniprésence des récits, des auteurs, des romanciers, des poètes, sur cette question pendant longtemps. Donc on rêve à ce qu'on verrait si on était en haut, et on le raconte, on le récite. Bon. Donc, Choisy, je l'ai choisi pour la force de la langue française. Ça fait un peu partie de ces, dans des genres différents, la force aussi du style d'un Viollet-le-Duc, ou bien la façon d'Élisée Reclus, qui se met à écrire la géographie volontairement sans images, parce qu'il se méfie des cartes justement. Bon. Donc la force de cette image, de cette écriture, et puis d'autre part, moi j'ai été fasciné quand j'ai découvert, ne connaissant pas l'historique de l'axonométrie, de la façon dont on forge, mais ce caractère visionnaire, cette capacité à représenter quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on mesure, mais qu'on donne... Je trouve qu'il y a là une espèce de tension qui est extraordinaire, et la maîtrise avec laquelle il arrive à raconter une histoire qui semble simple, linéaire, qui est au fond d'une complexité effroyable, avec des illustrations qui ont à la fois leur autonomie et qui s'intègrent très bien dans le récit. Et puis aussi, alors ça pourrait devenir un livre de chevet, si un livre de chevet, c'est un livre qu'on ne lit pas du début à la fin. On picore, on revient, on repart. Donc voilà, donc il n'est pas sur ma table de chevet, mais de temps en temps, j'y retourne. Et puis alors moi aussi, j'ai choisi un autre livre qui n'est pas encore dans la bibliothèque, mais ça ne saurait tarder, qui est un petit livre dont je vous recommande la lecture. Alors il n'est plus disponible chez 10-18, mais il est ressorti il y a peu de temps chez un éditeur dont j'ai oublié le nom, Flatland, de Edwin A. Abbott. Donc Abbott, c'est un pseudonyme qui a été choisi parce que AB, il était dans les premiers dans l'ordre alphabétique. Donc avant même Google, il y avait déjà des problèmes de référencement. Et c'est un petit livre de... Alors c'est la fiction absolue, là. C'est un livre dans lequel... c'est un livre de science-fiction, si on veut l'appeler comme ça, très prisé des mathématiciens souvent, dans lequel on imagine le récit, un voyage dans un monde à une dimension, puis dans un monde à 2 dimensions, et on essaye de restituer l'incompréhension d'habitants d'un monde en 2 dimensions si quelqu'un venait d'un monde en 3 dimensions. Et leur disait, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'espace. Alors l'espace, ça, vous prononcez le mot, vous allez en prison. Donc c'est à la fois une pochade, mais comme toujours, le jeu est extrêmement sérieux. Et évidemment, l'enjeu, c'est de dire, bon, ben, nous autres qui avons compris que nous vivons dans un monde à 3 dimensions, est-ce qu'on est en mesure d'imaginer d'autres formes, d'autres schèmes du monde? Et vous voyez que ça se lit pour le coup, alors même si on s'endort tôt le soir, ça se lit assez facilement. C'est vraiment un livre à la fois très léger et très amusant à lire, et puis un livre qui remue pas mal, enfin qui nous fait un peu vaciller. Voilà, je vous remercie. Alors maintenant, la parole est à la salle. On a une bonne demi-heure devant nous, donc n'hésitez pas. Nous avons le temps.
Bon, la première question étant toujours la plus difficile, vous avez peut-être des questions entre vous aussi. Oui, moi j'aurais une question sur la question donc, de la vue d'en haut. Tu disais que c'était pas la technique qui menait la question, que ça n'est que la mise en forme. Mais qu'en est-il de la question pendant des siècles avant que toute idée, hypothèse de ballon, etc., de cette question d'un point de vue anthropologique, théologique, c'est-à-dire de cet interdit, mais aussi de ce désir de dire et si on voyait, donc il y a les récits philosophiques, mais comment ça se passe quand on a une question très forte, qu'est-ce que je verrais si j'étais en haut, et que finalement c'est comme si on n'avait pas le droit de le représenter, comme s'il y avait une espèce d'interdit, ça ne se fait pas. Donc là on est dans la très longue durée du coup. Oui, enfin je pense que pour arriver à répondre à cette question, je pense qu'effectivement, il faudrait finalement voir quelles sont les différentes réflexions qui ont pu être produites sur cette question de la vue rejetée très très haut, et donc de la possibilité ou pas d'occuper ce point de vue. Bon, j'évoquais les méditations spirituelles dans cet ordre. Je crois que c'est aussi des réflexions d'ordre politique qui peuvent être développées, c'est-à-dire que c'est quand même une position de pouvoir absolu. Donc peut-être qu'il faudrait, la réflexion par exemple que Louis Marin a menée sur les plans de Paris et justement le premier plan de Paris par exemple qui met en place une représentation planaire, donc on est renvoyé à Flatland, c'est-à-dire que le plan de Gomboust de 1658, je crois, en fait, est le plan qui crée une sorte de rupture avec les plans portraits, qui sont ces plans dont on a parlé avec Michael Burry, etc. Et le plan de Gomboust renvoie à une description géométrique de la ville, donc a aussi un point de vue qui n'est plus ce point de vue que l'on choisissait dans les plans portraits, donc qui renvoie à un point de vue à l'infini. Et en fait, Marin nous dit que le plan ne peut pas être fondé seulement dans la dimension géométrique, mais qu'il y a d'autres dimensions, et notamment une dimension sociologique qui est nécessairement prise en compte, c'est-à-dire que le plan est produit dans un contexte, dans une société, etc., mais aussi une dimension peut-être théologico-politique. Et donc là, c'est peut-être une réponse à ta question. Voilà. Alors, moi, j'aimerais aussi peut-être parler de ce qui se passe quand, lors des premières élévations, c'est-à-dire les vues en ballon. Et en fait, le physicien qui effectue un voyage à Chester à la fin du XVIIIe siècle, Baldwin, décrit très bien dans un ouvrage qui s'appelle Aerapaidia, hein, c'est ça. Il décrit très bien l'effet de désorientation, de perte de repères, il est complètement, il est dépossédé de, j'allais dire, de ce qui lui donnait une maîtrise, quoi, sur les choses, et c'est quand même ça qui prime, et du coup se pose la question d'avoir à penser la capacité des sens
à produire une compréhension du savoir, de la connaissance. Alors bon, c'est la fin du XVIIIe siècle, c'est la période sensualiste, donc c'est pas non plus par hasard que ce genre peut-être de récit se produit, mais l'idée quand même de la perte de repères liée à l'élévation, ça nous renvoie aussi à la question de l'opacité produite par la vue d'en haut et à l'idée que la vue d'en haut ne produit pas que de la clarification, etc. Oui, mais on retrouve d'ailleurs cette idée, je pensais au film, je crois que c'est la Grande Illusion de Renoir, où le capitaine, à un moment, regarde une photo aérienne pour essayer d'identifier effectivement des cibles possibles, et puis après il va prendre l'avion avec Jean Gabin, et puis en s'élevant, effectivement, il ne reconnaît pas forcément le territoire qu'il croyait connaître, et donc ils vont descendre petit à petit, quitte à se faire effectivement bombarder ou repérer par d'autres. Donc cette idée, effectivement, à la fois de vouloir comprendre, et en même temps, en s'élevant, effectivement, de ne plus comprendre effectivement ce qui pourtant était clair à leurs yeux. Moi, mais peut-être que tu voulais intervenir sur ce sujet. Je voulais juste te dire que effectivement, il y a ce texte fin 18e, mais on pourrait presque considérer que les textes de Nadar font écho à ça aussi, parce que alors lui aussi, quel écrivain, enfin c'est vraiment un texte d'une force littéraire. Et quand il raconte ses tentatives pour les premières photos qu'il prend en ballon, d'abord on a l'impression qu'il est comme gazé, qu'il est dans une euphorie, et puis surtout ça marche pas. Il finit par comprendre que c'est pour des questions très explicables de chimie, de chaleur qui empêchent les sels argentiques, etc. Mais au début, c'est comme si il perdait effectivement tout contrôle, il n'arrivait plus, il était un petit peu euphorique, et puis la photo est impossible, est aveugle. Donc on est dans ces récits mythologiques. Enfin... Et Nadar lie d'ailleurs l'exploration des airs à l'exploration souterraine. Les catacombes sont le pendant. Ça, c'est un point qui revient aussi souvent dans votre livre sur les cartes, en fait, l'envers des cartes et le fait qu'en fait, on pourrait regarder la Terre, mais vue de l'intérieur, presque. La réversibilité et le fait que on y est habitué, on y était habitué avec les globes célestes. Oui. Hein, le globe céleste, c'est vraiment la voûte stellaire vue de l'intérieur. Alors, moi, j'aurais une réaction par rapport aussi à ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire ces phénomènes de perte de repères, etc. Mais une question qui peut renvoyer aussi à aux usages artistiques des cartes, c'est-à-dire quelle est la nature du plaisir que l'on a à produire ou à manipuler ce genre d'objets que sont ces vues d'en haut, qui sont à la fois des objets opacifiants et éclairants. Est-ce que c'est un plaisir ambigu ou est-ce que c'est quelle forme de plaisir cela produit? Peut-être que les artistes peuvent nous renseigner. J'espère bien que c'est ambigu. Ça me fait beaucoup penser en fait aux maquettes. Il se trouve que ce matin, en fait, je recevais des étudiants sur des maquettes d'architecture et ça m'y fait penser pour deux raisons. C'est-à-dire que dans les deux cas, je trouve qu'il y a une illusion de comprendre. On a l'impression, ça y est, on comprend. Et la maquette d'architecture, c'est un peu ça. Ça y est, je comprends l'édifice, que je comprends moins bien depuis le sol. Et puis, il y a aussi un autre aspect qui est quand même, c'est joli, hein. C'est joli, c'est attrayant, on a envie de rentrer dans les détails, de voir les détails des frontières, les détails des traits, les détails de la manière dont c'est fait. Et je trouve qu'on retrouve beaucoup ces deux analogies, en fait. Oui, et c'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, dans les photos aériennes de destruction belliqueuse, où il y a quelque chose de fascinant, et il y a une esthétisation de la vue aérienne. Donc effectivement, c'est ce qu'on retrouve. Alors il y a des artistes qui jouent avec ça. Vic Muniz, lui par exemple, représente le monde avec nos détritus électroménagers. Donc il fait une gigantesque dans son atelier, une gigantesque carte en entassant en forme de continent des frigos, des souris d'ordinateur, des claviers, etc. Et là évidemment, il s'adresse à nous. Bon, voilà le monde. C'est le monde qui est fait avec nos objets de consommation quotidienne. Et c'est à la fois très repoussant et absolument somptueux. L'avant-garde moderniste en photographie aussi exploitera cette capacité esthétique de la photographie aérienne, hein, très fortement. C'est ce qu'explique Olivier Lugon, qui est un bon connaisseur de cette avant-garde moderniste en photographie.
Oui, moi j'avais peut-être une question alors, qui concerne en fait le futur, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé effectivement d'une sorte de dimension très culturelle en fait du regard aérien, enfin, qui est une chose mentale. Et dans le futur, effectivement, quels peuvent être les moyens de différencier en fait culturellement les points de vue, les regards, et notamment dans le travail que tu as mené enfin, sur la cartographie, la relation avec l'art. Alors, selon les pays, tu as dit effectivement, c'est pas la même position. Moi, j'ai une carte chez moi, effectivement, de l'impact sismique en fait que j'ai acheté à l'université de Tokyo. Donc déjà, le Japon est au centre de la carte. Ça perturbe beaucoup mes enfants, mais je leur dis justement, faut vous décentrer un petit peu. Et puis alors, on voit les grandes failles, alors rouges avec la profondeur, etc. Donc ça, c'est toujours assez saisissant et je trouve très riche. Mais en même temps, voilà, dans la manière dont les artistes s'emparent de la cartographie ou dont d'autres producteurs de cartes, qu'il s'agisse de gouvernements, d'agences, etc. Est-ce que les objets diffèrent, donc, notamment par rapport à cette idée voilà, du rayonnement de la France, etc. Est-ce que selon qu'on est à tel ou tel endroit ou selon qu'on vient de telle ou telle posture, enfin, les objets sont différents et donc en quoi finalement on poursuit cette histoire culturelle du regard aérien, comme tu le disais effectivement sur l'imaginaire national de la Suisse, révélé par la photographie aérienne avec ces très belles photos noir et blanc des Alpes. Bon, c'est pas la même représentation que celle de la Norvège, par exemple. Au même moment, il y a un article dans l'emprise du vol sur pareil l'imaginaire national transfiguré par l'aérien, où on représente en fait l'emprise de maritime avec effectivement le pays très étendu, plutôt avec des représentations plates qu'obliques. Donc voilà, qu'est-ce que c'est pour le futur à l'heure où effectivement on nous bassine régulièrement sur la globalisation, etc. etc. Difficile de s'aventurer sur ce terrain-là. C'est presque un espoir que je peux formuler, mais je crois que c'est aussi un peu une réalité. C'est qu'en tout cas, on ne va pas vers une neutralisation et vers un point de vue homogène qui se rapprocherait d'un fantasme d'une carte ou de forme cartographique qui nous dirait la vérité du monde. Et il me semble que l'un des acquis de la multiplicité des points de vue, des référentiels, des approches, c'est de montrer que précisément, il n'y a pas, il y en a qui sont peut-être plus efficaces pour telle ou telle fonction, mais il n'y a pas de vérité ou de domination absolue d'un mode, d'un type de représentation. Tous les débats qu'il y a eu pour savoir s'il fallait jeter par-dessus le bord Mercator et adopter Peter, il y a effectivement, pour représenter une sphère sur une feuille de papier, il y a des modalités différentes. Et c'est cette juxtaposition, et c'est peut-être notre habileté, notre capacité à sauter de l'un à l'autre et à avoir dans le même couloir le Japon au centre, la Chine au centre, et à dire c'est ça notre sort, c'est d'accepter cette multiplicité et d'y participer. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle ? Genre une question à tous les trois. Pour moi, vous travaillez dans 3 régimes un peu différents. Donc, Nathalie, qui a travaillé sur des espaces quand même construits. Alors, on peut les voir différemment, mais enfin, on peut les toucher, ils existent. C'est pas des images, en principe. Le livre sur la vue aérienne, c'est la photographie. Donc, on est dans l'empreinte, un peu. C'est-à-dire on prélève quelque chose, même s'il y a une déformation. Et dans la carte, on est dans l'abstraction. Donc, il y a, ça revient, comment dire, ça se réfère à ces liens compliqués entre la représentation et le monde. Donc, on se représente le monde. Et après, on l'aménage en fonction de nos représentations. Et après, on le représente comment il est aménagé. Donc, c'est des rapports qui sont très compliqués et pas évidents. Et je voulais savoir, les passages là entre vous 3, ils se produisent comment? Est-ce que c'est à nous d'y répondre? Andrea, je t'en prie, tu devrais y répondre. Andrea, qui a déjà participé aux ouvrages, et puis est l'auteur aussi d'un ouvrage collectif, Habiter les aéroports. Donc voilà. Ça fait partie effectivement de ces surprises, ces belles rencontres un peu qui permettent, qu'a permis effectivement le regard vu d'en haut finalement de traverser des frontières apparentes,
celle d'objets comme les aéroports, effectivement, bien présents, bien matériels. Mais en même temps, je pense que ce qui nous a réunis, c'est quand même cette idée de l'imagination aérienne. Enfin, parce qu'effectivement, il y a ce que vous disiez sur cette idée de clarification et en même temps qui est intimement liée à un processus de rationalisation. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, on imagine les choses vues d'en haut, qu'il s'agisse de la photo aérienne, la cartographie ou d'une sorte de regard effectivement sur la ville. Et ensuite, on le projette sous la forme d'un projet d'aménagement ou d'une représentation, etc. Et puis cette idée aussi qui est liée que par la vue d'en haut, effectivement, on se regarde, en fait. C'est ce que tu disais à propos de finalement, quand je représente le lieu d'à côté, le métro ou même un aéroport, d'ailleurs, c'est finalement nos attentes. Alors, elles ne sont peut-être pas roses, mais enfin, c'est quand même notre propre projection, effectivement, de nos attentes collectives, enfin, cette fois-ci. Et puis, en même temps, on veut les transcender. Donc, il y a toujours ces couples, moi, je trouve, qui finalement nouent des liens et qui font que c'est assez étonnant, effectivement, de réunir des ouvrages, quand même, qui sont très différents, qui appartiennent à des mondes différents, au monde de l'art, au monde de l'architecture, au monde de la technique. Effectivement, on a quand même parlé aussi pas mal de sciences. Hein. Donc on pourrait faire venir des mathématiciens, je suis sûre, et ce serait passionnant, qui pourraient effectivement nous dire aussi beaucoup de choses sur cette forme d'imagination. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Oui, enfin, je crois que le fait d'accorder cette place à l'imagination, à l'imaginaire, c'est aussi profondément une approche culturelle. Une approche culturelle qui se démarque d'autres types d'approches qui ont pu être pratiquées jusqu'alors. Voilà, c'est une façon de répondre rapidement peut-être, mais bon. Je crois que je dirais aussi que ce qui nous a fait... ce qui nous a fait nous rencontrer, c'est peut-être aussi que dans cette approche culturelle, bien évidemment, on s'intéresse aux usages, à la façon dont les choses sont utilisées, et que faire de la recherche, c'est aussi une manière, sur les vues d'en haut, c'est aussi une manière d'en user, et donc ça donne l'occasion de se rencontrer aussi. Et puis enfin, dernière réponse peut-être, c'est une question peut-être aussi d'actualité, c'est-à-dire qu'il y a une véritable actualité, je crois, sur ces questions aujourd'hui, et que notre présence à Troyes témoigne du fait que beaucoup s'en emparent. Oui, moi je pense que c'est effectivement, je vais redire peut-être un peu moins bien ce que disait Nathalie. D'abord, je pense que beaucoup d'artistes tordraient un peu le nez si vous entendez dire que leur travail, ça renvoie à de l'abstraction, parce que quand vous les voyez au boulot, c'est quand même souvent dans une forme de matérialité, mais le fait qu'ils ne visent pas nécessairement un traitement de l'information par rapport à un espace réel, n'empêche pas que ça nous permette, que ce qu'ils font nous permet de penser le réel, et inversement, c'est ce que disait Nathalie, peut-être que précisément une maquette, par exemple, de Roissy, alors même qu'on croit objectiver, on croit qu'on est dans une approche extrêmement rigoureuse scientifique, on est aussi dans un grand fantasme, et donc on est, si on veut l'appeler comme ça, dans une forme d'abstraction. Donc au fond, les deux, en semblant être très très éloignés, les deux extrêmes, sont au fond les deux pôles de quelque chose qui peut-être n'existe que dans cette tension. Peut-être qu'il n'existe pas de carte graphique qui ne soit pas fantasmatique, et il n'existe pas de carte idéale qui ne renvoie pas aussi à une lecture du réel. Alors merci. Merci à vous trois, merci à notre public. Il me revient de clôturer en annonçant la prochaine conversation qui aura lieu le 12 décembre. C'est une carte blanche qui est donnée à la revue Criticat, dont le thème sera les lieux d'exposition et exposer l'architecture. Nous recevrons Françoise Fromonneau, Pierre Chabard et Valérie Didlon, et la table ronde sera animée par Francis Rambert. Je vous remercie.